Il est 16, je vous propose de démarrer. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, on se réunit tous pour la seconde session du webinaire sur le retour d'expérience des usages qu'on peut faire des cartes de Wardley. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier, Thomas, François et Laurent qui sont avec nous qui sont des pionniers de la communauté des cartes de Wardley en France et qui du coup vont nous présenter aujourd'hui leurs usages des cartes de Wardley. Moi, je suis Mathieu Joly, formateur et consultant en cartes de Wardley. J'ai traduit le livre en français pour essayer de construire une communauté en francophonie. Et puis, je diffuse généreusement les cartes de Wardley, je l'espère, notamment avec la création d'un wiki qui permet de faciliter l'apprentissage et l'usage des cartes de Wardley. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce qu'est le framework des cartes de Wardley pour justement qu'on parle toutes et tous de la même chose. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Du coup, les cartes de Wardley, je le vois comme un orchestre avec un chef d'orchestre qui fonctionne très bien ensemble. Le chef d'orchestre, c'est le cycle de la stratégie. Le cycle de la stratégie qui permet d'organiser la prise de décision stratégique via différents outils. Ces différents outils comprennent notamment la partie carte de Wardley, qui est constituée des propriétés, de l'évolution et de la chaîne de valeur. Enfin, il y a les climats et les inerties, qui sont les règles du jeu économique. Tout ça se retrouve dans la carte de Wardley, dont vous avez probablement entendu parler, mais il y a aussi autour de ça, dans le cycle de la stratégie, des choses qui sont un peu extérieures à cette carte, ou qu'on peut rajouter comme des calques autour de cette carte, notamment avec le modèle explorateur, villageois, planificateur, et les doctrines, qui sont la partie culturelle du framework des cartes de Wardley, et enfin la partie quel jeu standard à jouer, jeu qu'on peut décliner euh, dans notre contexte en jeu particulier stratégique et qui constitue la dernière étape du cycle de la stratégie qui orchestre du coup le framework des cartes de Wardley. Le framework des cartes de Wardley a été inventé par Simon Wardley, un anglo-saxon qui a été dirigeant d'entreprise et qui était perdu dans les décisions stratégiques à prendre, les décisions notamment sur le futur de son entreprise. Il a construit alors un outil qui permet de se repérer dans l'espace, dans son espace économique et de faire des choix en fonction des règles du jeu et du jeu de ses concurrents. Voilà, c'était une présentation rapide du framework des cartes de Wardley. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec la première intervention euh, d'Olivier qui utilise, lui, les cartes de Wardley dans un format combiné hybride avec notamment le volant d'inertie de David Anderson. Voilà, Olivier, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton usage des cartes de Wardley avec une petite présentation au début, bien sûr. Oui, merci Mathieu, bien entendu. Alors bonjour à toutes et tous. Donc moi j'utilise les cartes de Warley depuis quelques années. J'ai commencé comme beaucoup de monde à se dire: «Ah tiens, ça a l'air d'être un outil intéressant». J'ai griffonné une petite carte, en essayant de placer mes composants en haut, en bas, à gauche, à droite, et au fur et à mesure que j'ai appris à utiliser, on va dire la méthode, le modèle, j'ai creusé et j'ai compris un intérêt profond dans la partie axe d'évolution qui permet de représenter l'évolution des composants. On a toujours tendance, alors en rigolant en ce moment, des fois on dit, on ne sait pas où on va, mais on y va. L'axe d'évolution, ça nous permet justement d'essayer de comprendre à peu près où on va. Alors je vais faire un heu, petit résumé rapide de l'axe d'évolution. Donc là, cette image vient directement de l'ouvrage de Simon Wardley et de son blog historiquement. L'axe d'évolution, il est défini de la manière suivante. L'évolution, elle est définie de la manière suivante. On a un axe horizontal qui permet aux composants de gagner en certitude, dans le sens matrice de Stacy. Plus on se déplace vers la droite, plus on gagne en certitude, plus on est sûr que notre composant, ce qu'on est en train de construire, va fonctionner.
Et plus on est vers le haut, plus on gagne en omniprésence sur le marché. Et donc ça, c'est poussé par la demande, et ça, c'est tiré par la certitude. Simon Warley a fait une analyse et c'est, selon moi, la plus grosse valeur de la carte de Warley. Il a fait une analyse et s'est rendu compte que les composants suivaient cette courbe ici, on va dire à peu près en S aplati. Et qu'au début, en fait, quand on fait quelque chose, on gagne beaucoup de certitude. Ensuite, on gagne moins de certitude, on gagne des parts de marché. Et après, ici, on gagne de plus en plus de parts de marché jusqu'à ce qu'on devienne quelque chose, qu'on ait construit quelque chose de commoditaire. Et donc là, tout ça fonctionne dans une économie de marché qui est poussée par l'offre et la demande. Et Simon a découpé différentes parties de la carte en ces 4 stades d'évolution: le premier, le second, le troisième, le quatrième. Le premier, il a labellisé la genèse. Le deuxième, l'artisanat, le custom build. Le troisième, le produit. Et le quatrième, la commodité. Pourquoi est-ce que j'utilise principalement cet axe d'évolution? Parce que le modèle de Simon Warley nous dit que tout évolue. Alors dans l'économie de marché, tout évolue selon cette courbe-là, ou meurt en chemin. Alors, parce que c'est une économie de marché, et quand on arrive sur la commodité, ça fait naître des nouvelles idées. Moi, j'utilise ça parce que dans mon métier, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis consultant dans les systèmes, pour les systèmes d'information, architecture et plutôt les systèmes de données. J'ai commencé, ça me permet de dire le produit qu'on conçoit ou la donnée qu'on conçoit, est-ce qu'elle est ici en genèse, est-ce qu'elle est ici en custom, est-ce qu'elle est ici en produit ou est-ce qu'elle est ici en commodité? Et en fonction de ça, Mathieu vous l'a présenté au début, il y a un tableau de propriétés qui va me permettre de dire, bah, si je suis ici, je connais les propriétés de mon composant, on sait que, par exemple, l'échec va être plus toléré quand on est ici quand on est ici. Exemple, une commodité, c'est les prises de courant. On ne tolère pas que l'électricité s'arrête dans une prise de courant. Ici, on a quelque chose en alpha, on va considérer que on va accepter que ça plante. Et en plaçant les composants, ça me permet de comprendre où je me situe et de voir l'évolution et d'imaginer les plafonds de verre qu'on va pouvoir avoir pour passer d'un stade à l'autre. Donc, rapidement, Mathieu vous l'a dit en introduction, j'ai couplé ça avec le système du volant d'inertie de David Anderson. Et le volant d'inertie de David Anderson me permet de comprendre, en fait, donc les volants d'inertie de David Anderson, c'est 4 étapes. Euh, le, le clarity of purpose, donc la raison d'être, le challenge and landscape, les next best action et le long term value. Alors, le premier, donc ça ne nous aide pas pour le premier, pour la raison d'être, ça faut bien la définir, mais pour le challenge and landscape, ça nous aide. Alors là, une carte nous aide, mais cet axe d'évolution nous aide à nous positionner en nous disant, bah voilà où on se trouve aujourd'hui, et ça va nous aider à comprendre quelles sont les next best actions à faire pour passer d'un make it work à un make it deliver, à un make it qui va mieux, à un make it que tout le monde a. Voilà. Et donc voilà voilà en quoi aujourd'hui la théorie de Simon Wardley me sert. Alors évidemment, une fois qu'on a fait ça, on pourrait tout à fait projeter ça sur une carte, avoir la chaîne de valeur sur l'ensemble des composants. Moi, dans mon quotidien, dans ma façon de penser, j'ai plutôt tendance à penser à des composants individuels quand on me parle d'un système de DI, de LLM, de données. J'ai plutôt tendance à toujours à la matérialiser en me disant, alors là, je vous la présente en 2 dimensions, la courbe après est aplatie, on a vraiment stade 1, stade 2, stade 3. Et quand je discute, je dis, bah, ce composant, il est plutôt là, ce composant, il est plutôt là, ce composant, il est plutôt là. Et ça me permet de partager ça avec des gens. Donc, je repose ce modèle assez simplement comme je viens de le faire. Et en reposant ce modèle simplement, on a une vision commune en se disant, OK, on comprend que notre composant est en genèse, on comprend que notre composant est en commodité, on comprend qu'on n'a pas les mêmes propriétés, les mêmes besoins, les mêmes attentes et les mêmes systèmes d'évolution. Et ça nous permet de faire des choix. Et à la question, je ne sais pas où on va, mais on y va, bah là, on a un embryon de réponse. On sait à peu près où on va, en fait, dans le produit. Voilà ce que j'ai à vous dire pour ça aujourd'hui. Trop bien, merci Olivier. Et du coup, comment présentes-tu ton usage de l'évolution? Tu formes tes collègues ou tu formes les clients? Comment tu Alors, l'utilises en boîte noire? Comment tu non, fais? pour l'usage de l'évolution, alors si on est en mode brainstorming, on est en train de réfléchir à on est en recherche de vérité, on est en recherche de solutions, on est dans une salle, on brainstorm. Je vais poser ce modèle d'évolution, je vais essayer de l'expliquer de la manière dont je viens de le faire. Et je m'assure que ce soit clair. Et comme ça, on se dit, bah voilà, là, ce qu'on est en train de faire, on est en stade 1, en stade 2, en stade 3. Donc ça, c'est la première partie si on est en brainstorm. Si je veux utiliser le modèle pour illustrer des propos, dans le cadre par exemple d'un audit ou d'un assessment, je vais réutiliser les 3 éléments en disant le make it work, le make it deliver, le make it ambient. Et donc, une fois que j'ai posé ça, je vais dire, on se situe ici, et là, on sait
que dans le cadre d'un audit, on veut faire un produit qui va devenir justement un produit sur étagère où on est en train de construire une commodité. Et ça va me permettre de dire, bah, qu'est-ce qui nous manque pour passer de cette étape-là à cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là. Et donc là, je pose le système, je donne le principe, je dis quelle est l'inertie qui va nous bloquer pour passer d'une étape à l'autre et qu'est-ce qu'on peut faire comme action pour passer d'une étape à l'autre. Voilà, c'est deux axes différents. Il y en a une, c'est la recherche de vérité. On brainstorm, ça nous aide juste à s'aligner en se disant on en est là et on veut aller là. L'autre côté, on se dit par petits pas, on veut gravir la courbe et voilà ce qui nous manque par petits pas. Voilà, c'est plutôt dans le cas d'un audit ou d'un assessment. Ok. Thomas, Laurent, François, est-ce que vous avez des questions pour Olivier? Dans le public, vous pouvez les poser dans le chat. Je les remonterai à Olivier. Et on espère fort qu'il y ait des questions. Oui, on est venu pour ça. Moi, j'en ai une autre. Une fois que tu as dessiné le paysage, est-ce que tu t'aventures un peu avec les doctrines ou comment tu… Alors, loin quand même. alors ouais, les doctrines, ça va plus loin. Ça, c'est vraiment dans une étape de réflexion pour construire. Pour vraiment utiliser les doctrines, c'est bien d'avoir quand même construit la carte pour voir sur quelle valeur, enfin, sur l'échelle de valeur, où est-ce qu'on se situe et analyser vraiment, vraiment le système. Donc non, mon meilleur ami, c'est l'anti-sèche. Avec des principes universels et des propriétés, le tableau de doctrine à proprement parler sur l'organisation un peu moins. Ok. Et il y a William qui pose une question. Selon la phase, on n'utilise pas les mêmes méthodes ou pas? On utilise les mêmes méthodes ou pas? Alors, clairement, selon où on se trouve, alors ça aussi, j'aime bien. J'avais eu l'occasion d'écrire un article là-dessus sur le blog d'Octotechnologie, qui est la société qui m'emploie. En effet, on prône l'agilité, mais l'agilité, ça marche bien jusqu'à une certaine limite parce qu'en fait, l'agilité dans les systèmes commoditaires, ça fonctionne beaucoup moins. On est dans des process plus industriels, donc on est plus dans des choses, dans des méthodes type Six Sigma. Alors, Simon a également blogué là-dessus. Donc ça nous aide aussi. Se dire, faire de l'agilité par ici, c'est pas forcément une bonne idée parce que l'agilité, c'est vraiment utiliser une boucle de feedback rapide, avoir le droit de se tromper. Alors ça veut pas dire mettre toutes les choses en péril, et cetera. Donc l'agilité, ça marche plutôt bien par ici et par ici. Alors ici, la genèse, je les mets toujours un peu à part parce que c'est un peu le monde du POC, on est toujours un peu moins structuré. Mais l'agilité, ça marche vraiment bien ici et ça nous aide à passer de là à là. Et en effet, on n'utilisera pas les mêmes méthodes partout. One size, no, c'est quoi There is no one size fits all. Yes, voilà, c'est Voilà. ça. Et du coup, effectivement, c'est un des principes hyper importants on peut, en fonction de la position du composant dans l'évolution, on peut déceler un peu la méthode qu'on doit utiliser. Et et comment tes collègues d'Octo apprécient les cartes de Wardley? Est-ce qu'il y a de l'engagement? Comment ça se passe en interne? Alors, c'est une bonne question. Je vais parler en interne dans l'équipe à laquelle j'appartiens. Je ne vais pas parler pour Octo au sens large, parce que bon, on est une boîte qui est assez grosse maintenant, donc il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens qui sont des vecteurs de propagation d'idées. En interne dans l'équipe, quand j'ai commencé à l'utiliser, comme tous les concepts, j'ai souvent fait l'erreur d'arriver en disant: «Eh, regardez, j'ai un modèle formidable, je vous l'explique, ça va être bien et vous allez voir, ça va nous aider». Quand on fait comme ça, bah, c'est le meilleur moyen de se tromper parce qu'on présente le modèle et tous les modèles sont faux et en fait, on présente plus le modèle que ce qu'il nous apporte, que pourquoi on le fait. Voilà. Donc, alors, les gens me connaissent, hein, c'était des cartes de Warley, enfin, les gens pensaient à moi, mais quand j'ai commencé à le présenter comme ça, j'ai eu pas mal de tolérance. Les gens n'ont pas jeté le bébé avec l'eau du bain, mais potentiellement, ils m'ont dit: «Ok, j'ai compris ton truc, c'est rigolo, mais c'est peut-être bien, mais ça ne nous aide pas à résoudre notre problème». Parce que je l'ai amené dans le mauvais côté. Et un des conseils que je pourrais donner, c'est vraiment, comme toujours, hein, expliquer en quoi ça va nous aider à répondre à ce problème particulier. Et il n'y a pas de, comme there is no one size fits all, même pour les cartes de Warley, c'est pas forcément la réponse à tout. C'est une façon de penser. Maintenant, j'ose croire, et c'est vrai, quand je parle à mes collègues, c'est pour ça que je me borne à la théorie de l'évolution. Quand je parle à mes collègues, que je leur dis c'est en genèse, c'est en produit, c'est en commodité, on parle tous de la même chose. Tout le monde sait de quoi je parle, on parle tous de la même chose, ça nous aide vraiment à prendre des décisions.
on se situe sur le marché, on va aller adresser un client qui a un produit, on va toujours tout de suite se dire: «Ah oui, non, mais là, ce qu'on va qualifier de legacy, c'est probablement ce qu'on va qualifier de legacy endetté, c'est probablement quelque chose qu'ils ont construit ici, qu'ils ont voulu passer en custom ou en produit en brûlant des étapes. Du coup, ils ont encore les propriétés de la genèse en voulant se situer ici et ça nous aide à prendre des décisions. Mais Ok. voilà, mais au départ, si on dit: «On va faire une carte de Warley pour voir où on en est», on va faire: «Non, non». Alors que si on le dit: «On va essayer de poser le modèle pour essayer de comprendre où on est», ah oui, pourquoi pas. Trop bien. Bah, super, super comme retour. Merci, merci Olivier. Mmh. Je vous propose de passer au prochain témoignage sur les usages. Olivier, je te laisse fermer ton Oui. partage d'écran. Hop. Thomas, tu as utilisé les cartes de Wardley aussi dans le secteur des technologies de l'information et plus précisément dans l'informatique cloud et des solutions SaaS. Peux-tu nous en dire plus sur ton usage des cartes de Wardley? Oui, merci. Alors je pense qu'Olivier a bien fait la transition déjà, donc ça va aller assez naturellement. Moi j'ai un parcours, de directeur technique, à la fois produits et services, donc à la fois chez les éditeurs de logiciels, et dans des sociétés de services. Hem et donc, oui, les pratiques dont je vais vous parler aujourd'hui sont plutôt liées à effectivement de la modernisation, transformation, voilà, sur des solutions un peu long terme. Et j'ai découvert les cartes de Wardley en 2019. Alors une présentation assez classique, enfin, qui est devenue un peu classique pour moi là, qui est, Crossing the River by Feeling the Stone là, de Simon Wardley. Oui, où il présente un peu, bon, toute la démarche de manière générale, et le moment un peu waouh que j'ai eu là, c'est vraiment sur son explication, du cloud et des changements en fait que ça donne sur la chaîne de valeur un peu standard d'une solution logicielle. Changement à la fois de pratique et progressivement d'industrialisation de toute la chaîne en fait, en partant du bas, et vraiment ce passage du serveur, en tant que produit à une commodité dans le cloud. Et le changement de paradigme sur le MTTR, alors c'est un peu technique, mais sur le mean time to recover, c'est-à-dire le temps d'approvisionnement d'un serveur qui est passé d'une commande, d'une livraison d'un serveur physique à un serveur à la demande dans le cloud, en fait, qui a généré des changements de pratique et un peu toute la chaîne de valeur qui s'est déportée. En fait, ce moment, en fait, cette explication, la première fois que je l'ai vu, ça a vraiment voilà, fait un déclic. Et en fait, mes pratiques, quelque part, sont un peu liées à ça. Même si je trouve qu'aujourd'hui, comme le disait très bien Mathieu, en fait, c'est vraiment un domaine un peu à tiroir. Donc, il y a un peu un tronc commun et on va utiliser plusieurs composantes en fait, en fonction de nos pratiques. Et j'ai le sentiment d'avoir un usage assez basique, mais voilà, qui est adapté en fait quelque part à mon contexte. Et c'est donc ma première pratique, c'est plutôt lié à comment supporter en fait, la trajectoire de modernisation d'un système informatique. Hem, donc classiquement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on décompose en fait notre système en grands blocs fonctionnels, en composants, et cetera, y compris des dépendances, voilà, en bas de la chaîne de valeur avec, soit un hébergeur, soit des services cloud, et cetera. Donc ça, c'est assez classique. Ensuite, on va essayer d'identifier, le positionnement de ces composants. Où est la valeur en fait dans notre métier d'éditeur en fait? Sur quoi est-ce qu'il faut se focaliser? Est-ce que c'est aligné avec, là où on met l'effort? Donc, avoir un peu cette vision, est-ce que ça vaut encore le coup de faire un CRM en 2020, ou est-ce que, il faut s'appuyer sur un CRM du marché? Le CRM, c'est un peu un débat classique. Ouais. Mais voilà, en fait, sur toute la chaîne de valeur, en fait, s'aligner, en fait, aligner la valeur qu'on produit avec l'effort qu'il faut mettre à gérer ce composant. Et du coup, extraire de ça les changements à faire, et quelque part aligner les différentes équipes sur la direction à prendre, voilà, sur des points précis de la carte, etc., comme peut être le CRM. Et du coup, se servir de la carte un peu générale, souvent comme un support de discussion et de construction à la trajectoire. Donc ça, je pense que c'est un point un peu transversal dans nos échanges, c'est que c'est la construction et l'échange en fait qui apportent de la valeur à la méthode, et cetera, et plus que vraiment l'objet carte à la fin.
Et donc, extraire de ça une trajectoire de modernisation, de passage à des services de plus haut niveau d'abstraction, donc dans la chaîne de services SaaS, etc. Et aussi avoir conscience quand on fait ça, en fait, qu'il y a une évolution des pratiques qui va avec à chaque fois. C'est-à-dire que, par exemple, qu'à partir d'un certain moment, on va avoir une pratique qui est l'infrastructure as code qui émerge quelque part et qui a un impact sur des équipes, sur des compétences qu'il faut l'intégrer. Et donc voilà, enfin, vraiment se servir de la carte comme un support d'échange. Et souvent, ce que je fais même, c'est que j'introduis pas du tout, alors contrairement à Olivier, je pense, j'introduis pas du tout la théorie et je vais mettre la carte dans la discussion et on commence à échanger en disant juste, voilà, c'est notre système, c'est la chaîne de valeur. Donc là, tout le monde localise un peu les composants qu'il connaît plus ou moins. Et j'explique juste qu'on a une chaîne de valeur en termes de visibilité et sur l'autre axe, des phases d'évolution. Et ça démarre une discussion, en fait, tiens, pourquoi en fait, ça c'est là, et est-ce que ça c'est là, et la dépendance qu'on a là, etc. Donc très vite, je trouve qu'on a une valeur dans l'échange sans trop avoir besoin d'expliquer, de théoriser la pratique. Alors après, ça a ses défauts et ses avantages, hein, mais disons qu'en tout cas, on peut aller dans l'échange assez vite. Ok. Donc ça, c'est la première partie de ma pratique, je trouve, enfin, définir un peu cette trajectoire de modernisation et avoir une vue globale sur cette trajectoire de modernisation. Et la suite, un petit peu, souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est ensuite se dire, bon, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour mes équipes? Aujourd'hui, où sont mes équipes? Donc c'est un peu un calque par-dessus la carte, par-dessus notre trajectoire. Où sont nos équipes? Qu'est-ce qui fait sens demain? Comment ça va se transformer? Comment je peux avoir des équipes plus autonomes en explicitant les liens, etc. Et du coup, Ok. faire émerger aussi, la tendance, c'est plutôt d'essayer de faire émerger des équipes plateformes, donc qui gèrent plutôt le bas de la chaîne de valeur, en fait, et construire au-dessus des équipes le plus autonome possible, ou en tout cas maîtriser les dépendances entre les équipes. Je trouve qu'il y a cette deuxième partie en fait qui apporte aussi pas mal de valeur. Ok, donc tu as deux usages un peu a priori des cartes de Wardley, un premier niveau Ouais, collaboratif et après un niveau plus individuel. Euh, Est-ce que ouais, tu... mm. Ouais, non, vas-y. Non, non, ouais. Comment les équipes accueillent les cartes de Warley? Est-ce que pour des équipes qui sont dans l'informatique, les technologies de l'information, c'est plus simple que pour d'autres équipes? Donc, est-ce que tu as cette prise de recul ou pas? Oui, alors je pense que c'est un peu plus simple dans l'informatique, peut-être parce qu'on a déjà l'habitude de raisonner, de décomposer nos systèmes à la fois fonctionnellement, techniquement, en composants, etc. Et donc avoir cette décomposition. Alors, donc la carte, elle amène ce positionnement quelque part dans l'espace, les deux axes, ce framework en fait, ce framework-là, mais on a déjà l'habitude d'avoir cette décomposition. Donc on a l'échange en fait plutôt sur le positionnement dans l'espace et voilà, pas forcément sur. Je Ok. pense on a déjà cette étape de décomposition qui est un peu acquise dans les interlocuteurs qu'on peut avoir. Qu'en pensez-vous les autres? Euh, Vas-y, Olivier, vas-y. Moi, j'ai une question du coup, Thomas. Mm. Pour la, je comprends très bien. Alors, c'est une très bonne idée de ne pas expliquer la théorie parce que pareil, je me suis cassé les dents. Enfin, je l'ai un peu dit. Maintenant, quand tu crées la carte, Mm. autant c'est assez clair pour la visibilité. Comment tu fais en sorte que les gens placent les composants plutôt sur l'axe d'évolution, plutôt de manière exacte. Il n'y a pas d'exactitude parce que c'est un Ouais. sentiment, mais de manière accordée, on va dire. Alors, enfin, souvent, je viens avec une carte plus ou moins simplifiée, mais par rapport à la problématique qu'on va aborder. Et du coup, on échange en fait autour du positionnement des composants, quoi. Donc, c'est plus l'échange en fait. Alors après, rien n'empêche de le déplacer en fait, hein, parce que l'échange, c'est juste pourquoi celui-là est là par rapport à celui-là, etc. C'est relatif. Ouais, souvent, c'est relatif quand même. Ouais.
Laurent, François, est-ce que vous avez des remarques? Non, bah, moi je suis bien en phase. Ouais, Je c'est une pense que question que je trouve intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a fini de construire une carte? Que Allez, disent les gens et alors est-ce qu'on a fini un jour? C'est un vaste débat. Mais, Mmh. non, mais oui, enfin, c'est un peu vrai en même temps. C'est-à-dire que pour moi, c'est un outil à l'échange et à la construction à un moment donné. Voilà, la carte, elle n'est pas finie à la fin de la réunion et c'est plus voilà, un outil qu'on va ressortir ou on va en refaire une autre. Enfin, c'est plus par rapport à une problématique et comment. Voilà. Donc ça sert la résolution de cette problématique et à trouver une solution. Voilà, c'est ça pour moi, c'est ça l'objectif. Trop bien. Super, merci Thomas. Apparemment, Philippe Ozière constate les mêmes freins dans son usage des cartes de Wardley. S'il veut en dire un mot pendant 30 secondes. Oui, enfin, ce sera très rapide. Moi, j'avais proposé aux collègues avec qui on s'exerçait à résoudre des problèmes de choix de stratégie pour des entreprises en difficulté, qui se posaient des questions. Comme en général, ces gens-là, comme moi d'ailleurs, on est convaincus d'avoir une forte expertise des sujets qu'on aborde, on tolère assez mal qu'on vienne nous donner des leçons. Donc, si tu commences la théorie, comme je faisais, mais il y a je faisais, quand j'ai créé ma société qui s'appelait MetaConcept en 94, je faisais des cours sur les langages objets. En général, au troisième transparent, il y avait la moitié de l'audience qui avait disparu de ça. Alors, c'était terminé, y compris, je ne vais pas aborder le sujet de cette façon-là, et j'en ai compris qu'il fallait que j'arrête de faire du développement. Voilà, et c'est la même chose là. Donc, par contre, en dessinant, en se prenant par la main, on dessine ou n'importe quoi, et ça suscite tout de suite des réactions. Et pourquoi tu mets ça, mais pourquoi tu fais ça, etc. Et ça y est, on est rentré, là, comme le disait Thomas, on est rentré dans la discussion. Il faut un certain temps pour expliquer un petit peu pourquoi on l'a mis à gauche plutôt qu'à droite, mais on est rentré, quoi. On a piégé des auditeurs, on les fait participer à la discussion. De temps en temps aussi, ça m'arrivait de tomber complètement à côté, parce que j'avais mal compris le problème posé, je m'en étais inventé un, et j'étais en train de faire la chaîne de valeur, et les gars disaient, c'est pas le problème. Effectivement, moi, je l'utilise aussi pour mieux comprendre les problèmes, mieux comprendre l'environnement dans lequel je suis. Ça, c'est vraiment savoir poser les bonnes questions si c'est quelque chose qui émerge de ma pratique personnelle des cartes de Wardley. Je vous propose d'enchaîner s'il n'y a pas d'autres questions. Avec notre ami François qui lui est architecte pour la DSI de France Travail et DSI qui intègre dans sa boîte à outils notamment les cartes de Wardley. Et donc François utilise depuis quelques années les cartes de Wardley. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton usage du framework, François? Faut ouvrir le micro, je pense. Yes. Hop. Est-ce que je peux t'ajouter le micro? C'est bon. C'est bon là? C'est bon, on t'entend, François. Vous m'entendez? Merci, nickel, j'étais bien parti là tout seul. Donc oui, c'est ça, je suis architecte d'entreprise à la DSI France Travail. Donc il y a forcément des facettes urbanisation, ce genre de choses. Je voulais juste vous faire une petite présentation rapide, mais vraiment en 30 secondes, hein. Voilà, vous retrouvez sur internet pourquoi on a créé France Travail et donc du coup, vous allez voir assez rapidement en fait, hein, l'idée c'est que, on s'ouvre, en fait, on devient quelque part une plateforme pour, d'autres opérateurs, l'État, les collectivités et cetera et on voit même, le logo France Travail, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est un peu une galaxie d'opérateurs. Donc en fait, c'est juste pour vous dire qu'on a comme objectif de se plateformiser quelque part, donc d'ouvrir des services pour, pouvoir générer, de l'innovation, de l'apport de valeur de tous les autres opérateurs. Voilà. Donc là-dessus, les cartes de Wardley. Alors en fait, on a un incubateur de start-up chez nous. Et justement, l'idée, c'était de se dire, l'incubateur start-up, leurs objectifs, c'est d'explorer des nouvelles valeurs, donc comme on a vu tout à l'heure, un peu en genèse.
Et si nous, on doit se plateformiser côté DSI, c'est important qu'on regarde aussi qu'est-ce qu'on peut leur mettre à disposition pour générer de l'innovation. Voilà. Donc là, du coup, j'avais proposé de travailler avec les startups. Donc là, je vous en montre une, par exemple, sur le support des cartes de Wordley. Voilà. Donc là, on avait une startup. L'utilisateur, c'est un demandeur d'emploi. Et ce qu'on souhaite, c'est déclencher chez lui la reprise d'un emploi en le rassurant quant à son budget. Donc l'innovation, c'est de lui fournir un planning sur 6 mois, il me semble, de son budget par rapport à sa reprise d'emploi. Voilà, donc on a cette startup avec cet apport de valeur. Donc ce que je leur dis, c'est est-ce que vous pouvez me donner la liste de vos activités? Donc, normalement, quand on fait la carte de Wordley, là, ils sont en phase de lancement. Donc ils ont quand même un peu bossé l'exploration, ils ont un peu cerné l'apport de valeur. Ils ont fait un story map, donc c'est-à-dire ils ont le premier niveau des activités. Voilà, il faut que l'utilisateur se connecte, il faut qu'on récolte ses données et ensuite il faut qu'on fasse le planning. Voilà, et là, avec eux, on va creuser un petit peu pour ce qui va suivre derrière leur phase de lancement. Donc, ce qui finalement a le plus de valeur et le plus visible pour l'utilisateur, c'est la temporalité et la consolidation de son budget. Alors là, je leur dis, mais comment on fait ça? Donc, on fait ça via des simulations. Alors, OK, les simulations, c'est déjà un petit peu plus peut-être stable. Enfin, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. Vous utilisez quelle simulation? Alors là, on regarde, on utilise la simulation de telle aide et telle aide. Voilà, et ainsi de suite. On descend les activités. Et donc là, par exemple, on voit aujourd'hui, on a dans notre DSI la simulation de l'aide à la mobilité, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est pas une commodité. Elle est pas appelable par la startup. Voilà. Donc du coup, ça me sert en fait à identifier alors là, on avait écrit stratégie de transformation, mais c'est plus stratégie de plateformisation. Donc ça revient à ce que disait un peu Thomas précédemment. Je pense que c'est la même idée qui se cache derrière. C'est comment je vais plateformiser ma DSI en ramenant quelque part des activités qui pourront générer de l'innovation vers des commodités. Voilà. Donc là, c'était là, et en fait, on le fait. Donc ça, c'est pareil. Moi, j'arrive pas en expliquant exactement toute la théorie. J'arrive juste en leur expliquant les deux axes. Et en fait, collectivement, donc avec toute l'équipe, même son métier, on va essayer de se positionner sur la carte. Plutôt là, etc. Donc, par exemple, ils avaient se connecter, qui, à mon avis, au niveau temporalité, c'est quelque chose qu'on fait en premier. Mais finalement, ça, par rapport à apport de valeur sur l'utilisateur, c'est pas énorme. Et puis, assez rapidement, on voit qu'on a tout ce qu'il faut sur étagère pour faire la connexion. Donc, on va pas en parler longtemps. Par contre, ça, on va le creuser, voilà. Et une autre startup, parce que là, ça, c'est très plutôt service fonctionnel. Donc ça c'est la stack fonctionnelle. On a aussi la stack technique. On appelle ça la stack tactique, la plateformisation tactique, où c'est le même travail, mais plutôt sur des technologies. Voilà, donc là, cette startup, elle est sur du cloud pour sa partie base de données, etc. Par contre, elle avait besoin de notre stack technique d'APP Dynamics pour j'imaginer, mesurer ses temps de réponse d'appel de service, etc. Donc là, pareil, on a besoin de faire telle activité qui est importante pour nous, pour la mesurer, etc. Voilà. Et s'il me reste, j'ai pas trop regardé le temps, Mathieu, mais s'il me reste 1 minute, Il te reste 1 minute. c'est ça, hein. J'ai un autre usage qui est plutôt là, quand on a des gros projets de transformation en interne de la DSI. Donc avec les métiers, on fait des event storming, donc ça, j'imagine vous connaissez. On découpe ensuite, suite à l'event storming, nos différents domaines et j'utilise la logique, on va dire, d'évolution des Wordle Maps comme une heuristique de découpage de mes domaines. En leur disant, on va peut-être positionner plutôt nos domaines en genèse en haut, nos domaines plutôt produits ou sur mesure au milieu. Enfin, j'utilise l'axe vertical en fait pour positionner et derrière définir des règles d'appel aussi hiérarchiques en disant comme on peut le voir sur un Wordle Map, on va avoir les genèses vont sans doute appeler, on va faire un raccourci très court, les commodités, mais pas l'inverse. Une commodité va pas appeler une genèse parce que sinon elle va récupérer le taux d'instabilité de la genèse. Voilà, donc on va retrouver des choses comme le référentiel employeur, par exemple, ou le référentiel des entreprises. Forcément, à France Travail, c'est un référentiel hyper stable. On va le mettre en bas comme une commodité sur lequel vont venir appuyer des produits tels que identifier mes contacts et correspondants entreprises, sur lesquels vont s'appuyer des services, sur lesquels vont s'appuyer d'innovation, des personas, etc. Voilà, j'utilise aussi, on va dire, là, c'est pas forcément la Wordle Map vraiment puriste, mais en tout cas, la logique d'évolution des produits
pour les positionner comme une heuristique du découpage dans des ateliers Domain Driven Design. Voilà en Oui. synthèse. Mais Domain Driven Design, c'est une pratique qui est spécifique au secteur de l'informatique cloud, c'est ça, si je ne me trompe pas, non, pour ceux qui ne viennent pas pas du de tout. ce secteur. Non, le Domain Driven Design, c'est pas du tout lié au cloud, hein. Ok. Non, Aux technologies de l'information peut-être, ou c'est aussi valable pour l'industrie Domain Driven Design, c'est une pratique c'est un vaste sujet, hein. Alors, je suis désolé, par contre, j'étais parti du principe du prérequis que c'était connu, mais c'est une pratique qui va s'appuyer sur le langage des personnes. En fait, on va écouter les métiers parler et quand ils vont, par exemple, je vais faire vraiment simple, hein, mais quand ils vont utiliser les mêmes mots, plusieurs métiers vont utiliser les mêmes mots, sans doute on se dit là, ils convergent. Donc si on se rapproche de la World Map, ça veut dire qu'on n'est pas loin d'une commodité. Par exemple, je sais pas, ils vont tous dire envoyer un mail, mettre un objet dans le mail, mettre une pièce jointe. Donc là, ils convergent. Donc sans doute, on est là. Par contre, s'il y en a un métier qui dit, alors envoyer un mail, forcément, c'est une commodité, c'est pas un bon exemple, mais voilà, j'ai des exemples où un métier va parler de demandeur d'emploi, un autre de candidat. Voilà, et là, ils divergent, donc ils n'utilisent pas les mêmes mots. Et sans doute, plus ils vont diverger dans le langage, plus on va être sur quelque chose qui se cherche. Voilà. Ok. Donc en fait, je fais un lien entre la pratique des DD qui sert plutôt, on va dire, à découper des domaines dans un système d'information, des domaines métiers, Ok. et cette pratique se base sur le langage, avec les niveaux d'évolution. Quand les langages convergent, en général, on se rapproche d'un niveau de langage qui est stable et mature. Quand les langages divergent, on se rapproche plutôt d'un langage qui est en exploration. Voilà. Ok. Donc, j'ai l'impression que tu les utilises plus en collectif, où tu interviens en tant que facilitateur. Comment ça se passe? Est-ce que ça Complètement. facilite l'engagement des équipes à l'action? Est-ce que ça les met en mouvement? Comment ça se passe de ce point de vue-là? Alors, bah, là, je vais redire ce qui a déjà été dit précédemment, hein. C'est vraiment, c'est ça. Je pense, c'est le cheminement plus que le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte-là, je ne sais pas si elle est revue peut-être un petit peu après qu'on l'ait faite, mais c'est vraiment le cheminement. Et ces équipes, et il y avait aussi une notion un peu tout à l'heure de team topologie, j'ai entendu, j'utilise le mot team topologie, mais c'est vrai que les équipes, elles se découvrent ici plateforme. En fait, aujourd'hui, c'est des équipes plutôt fonctionnalité. Par exemple, là, c'est une équipe qui développe l'aide à la mobilité. Si je prends cet exemple-là, donc ça, c'est une fonctionnalité, l'aide à la mobilité. Et là, on va lui dire, bah oui, mais pour générer de l'innovation, il faudrait que tu mettes en mode as a service l'aide à la mobilité et que tu deviennes un peu une équipe plateforme. Donc en fait, en collaboratif, hein, alors les deux, hein, c'est tout le temps en collaboratif, ça leur permet de comprendre certaines choses, de changer un peu de posture en fait. Voilà. Et Ok. les équipes startup d'identifier aussi qu'il faut qu'à mettre l'effort sur cette partie-là, puisque c'est vraiment là l'apport de valeur. Et sur les autres, on peut mettre des mocks ou bouchonner. Finalement, on va d'abord creuser ce qui est en haut à gauche de la World Map, quoi. Mhm. Si j'ai répondu à ta question. Si, merci. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres Olivier, questions. Laurent, Thomas? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'usage des cartographies de Warley dans un contexte comme le tien, un incubateur. Parce qu'il se trouve que moi aussi, je travaille dans un incubateur en ce moment. Et je me souviens, en fait, à un moment, on appréciait beaucoup dans les incubateurs de start-up des outils comme le Lean Business Canvas ou le Lean Startup Canvas. Et j'aimerais bien savoir quelle comparaison tu fais, et notamment quelle plus-value tu trouves aux cartographies de Warley par rapport à ces autres outils. Alors, pour moi, c'est différent. En fait, c'est en amont, le Lean Business Canvas, en fait. Alors, tu vois, on a les startups, je crois que ça va être là. Elles ont tout un cycle de vie. Mince. Ah voilà, l'incubateur, notre démarche. Voilà, elles ont tout un cycle de vie. Donc, qualification, exploration, expérimentation. Le Lean Business Canvas, à mon avis, on est dans la partie exploration, expérimentation. On est vraiment en recherche de valeur. On va émettre des hypothèses dans Lean Business Canvas. Qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème, etc. On est là. Moi, la World Map, je la positionne après. Je la positionne en lancement. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait leur Lean Business Canvas, ils ont déjà fait leur Story Map. Et ensuite, maintenant, ils vont rentrer dans une phase. Ils sont presque plus en genèse, en fait. Voilà, enfin, presque plus. Voilà, donc, je le positionne après. Pour moi, c'est complémentaire. Et je dirais même ensuite. Ou en même temps, mais plutôt ensuite, quoi. Voilà.
Si je sais pas si ça répond à ta question. Si, Et si, effectivement, non, c'est intéressant. Je ne suis pas nécessairement tout à fait d'accord avec certaines des inférences, mais c'est justement, c'est là, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. À quel stade on applique quels outils? Est-ce qu'on peut faire des retours arrière? Est-ce Mm. qu'effectivement, au alors, stade où on se dit on construit, ouais, par contre, c'est itératif, hein. Ça veut dire mmh, qu'effectivement, ils peuvent lancer un Lean Business Canva, faire une Wordlay Map, un découpage DDD, par exemple, et après revenir dans une seconde itération sur le Lean Business Canva, et cetera, hein. Ça, c'est sûr, hein. Voilà. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, c'est super intéressant. En fait, effectivement, c'est très aligné avec, je pense, ma pratique, mais qui est plutôt au niveau d'un système. Là, on est un niveau au-dessus, incubateur, lien écosystème, etc., plateformisation un peu plus globale, même au niveau France Travail. Mais super, super aligné avec la démarche. Et du coup, on l'a pas cité pour l'instant, mais c'est vrai que moi, je suis assez aligné aussi très aligné avec Suzanne Kaiser, je sais pas si ça vous parle, qui met très en Ouais. musique en fait cette orchestration Wordlay Map, DDD, Team Topologies. Donc, j'ai oublié de la citer tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est effectivement entre différentes pratiques, en fait, les liens et comment ça fait sens globalement. C'est exactement ça. Ouais. Olivier, tu peux prendre la parole si tu veux. Non, ouais, c'était un retour. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup euh, cette idée de langage omniprésent, ubiquitous language en DDD, et ce que tu as présenté, l'idée qu'il converge au fur et à mesure qu'on gagne dans les stades d'évolution, en fait. Que Mmh. c'est plus chaotique en genèse, évidemment, et on le voit même quand on fait du code, hein, très concrètement. On fait Mmh. du code, au début, on nomme mal les choses, etc. Et en fait, quand on fait du DDD, le but, c'est d'avoir du code qui reflète vraiment l'intention métier et donc les actions métiers. Et ça, on commence à le voir en stade 2, en craft, etc. Et après, on a vraiment un langage bien établi. Donc, merci pour ces Ce DD, lien. de mapping. Merci pour ça. Yes, merci à vous. J'ajouterais aussi qu'on peut on peut utiliser les cartes en phase création, notamment en mode on crée la chaîne de valeur de rien et en mode conception en fait d'un modèle économique. Quels sont les besoins, quelles sont les solutions qui existent dans le marché pour répondre à ces besoins. Moi, je l'utilise un peu les cartes de cette manière-là aussi. Du coup, plutôt dans les phases Lean Startup dont tu parlais. Donc voilà, en fonction des usages de chacun, on peut trouver aussi une manière de faire. Euh, je vais en profiter pour lancer Laurent, qui est un des premiers membres de la communauté que j'ai rencontré, qui est coach principal pour WeValue, un cabinet de conseil. Et ça fait quelques années que tu t'intéresses aux cartes de Wordley, depuis 2015, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton usage proche aussi de l'ensemble des intervenants aujourd'hui qui sont plutôt techniques? oui, absolument. Alors, du coup, moi, si je remonte effectivement à la genèse au sens usuel du terme de mon intérêt pour le sujet, c'était dans la première période où j'intervenais pour ce qui était à l'époque pas tout à fait le seul, puisque l'incubateur des startups d'État est une initiative à l'origine de ce qui s'appelle maintenant la Direction interministérielle du numérique. Effectivement, Pôle emploi a été la première institution à s'être dotée d'un incubateur et avoir mis en place cette démarche-là de manière assez significative. Et donc, à l'époque, on lorgnait beaucoup comme exemple sur nos amis anglais de GDS, Government Digital Service. Et en fait, donc, il se trouve que Simon Wardley a fait pendant un temps ses armes au sein du GDS et les a conseillés. Et qu'une partie d'ailleurs de sa réflexion date de cette époque. Donc, moi, j'ai commencé à avoir Monsieur Wardley dans mon radar à cette époque quand même assez reculée, hein, on parle de 2015-2016, mais sans tout à fait comprendre la dimension, etc. Bon, comme pas mal de monde, le truc était enclenché. Je le voyais régulièrement, par exemple, sur Twitter, poster ces trucs auxquels je comprenais absolument rien. Et comme beaucoup de monde aussi, à un moment, je me suis dit, bon, là, j'en ai marre de voir ces trucs-là, de voir passer ces trucs sans les comprendre, il faut que je creuse.
Et je me suis mis voilà, à griffonner, esquisser mes premières cartes. Mais ta question portait plus sur notre utilisation récente. Donc voilà, comment est-ce que ces temps-ci, j'utilise les cartes de Wardley. Et alors comme je ferme la marche en plus, et on a déjà présenté pas mal de choses, et il y a peut-être des personnes qui nous ont écoutés qui se disent: «Ouh là là, ça fait quand même beaucoup». Du coup, peut-être pour déstresser, je veux dire que je les utilise peu et mal, mais que c'est déjà pas mal. C'est clair. Voilà, là, par exemple, j'ai une mission qui est très intéressante, donc au sein de l'incubateur des territoires. C'est un incubateur de start-up d'État qui dépend de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et le sujet sur lequel on travaille est vraiment un sujet très compliqué. Ça s'appelle la suite territoriale. Et alors, bah, par exemple, la manière dont on me l'a présenté initialement, c'était on va doter les communes de France de un nom de domaine, une messagerie, un espace de stockage, une solution de SSO et une console d'administration. Et comme ça, au premier abord, ça fait un peu liste à l'après-vert. Et moi, ça va me servir à illustrer ma première utilisation des cartes de Wardley. C'est que je m'en sers en fait pour moi, dans ma tête, remettre de l'ordre dans ce que j'entends et repartir en fait des besoins. Une chose qui avait beaucoup d'importance pour moi dans le fonctionnement d'ailleurs des startups d'État, et c'est une doctrine très clairement affichée de Simon Wardley, c'est qu'on repart toujours de l'utilisateur et de son besoin. Et donc en fait, ne serait-ce que pour ça, les cartographies de Wardley ont de la valeur pour moi parce qu'elles m'incitent par leur grammaire à systématiquement repartir de la question: qui est l'usager? Donc c'est celui qu'on va poser en ancrage tout en haut de la carte. Quels sont ses besoins? Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, voilà, au mois d'août, au moment où j'ai commencé cette mission au sein de la suite territoriale. Je me suis dit: «Bon, c'est très flou, je ne suis pas sûr de comprendre. Pour bien comprendre, je vais tracer une carte de Wardley». D'ailleurs, je l'ai encore, je vais vous la montrer. Hop, ça s'affiche derrière moi. Voilà. Pour la blague, vous constatez que cette carte est totalement vide. En fait, je l'ai perdue. J'ai réalisé cette cartographie en août, où je suis à peu près sûr de l'avoir fait. On venait de sortir de la formation que tu as dispensée, Mathieu, où j'ai assisté avec mes collègues. L'idée, c'était d'initier du monde autour de moi, donc mes collègues consultants qui travaillent pour Uvalue, au maniement des cartes de Wardley. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, on a changé d'outil. Moi, j'avais l'habitude de Online Wardley Maps, on est passé sur Mapkeep. Enfin bref, je l'ai perdu. Mais peu importe en fait, parce que finalement, cette carte-là, je l'aime bien. Elle a de l'utilité. C'est quand on part d'une feuille blanche, on redéroule, et c'est ce qui a déjà été dit tout à l'heure. En fait, ce qui a de la valeur dans les cartes de Wardley, c'est pas ce avec quoi on atterrit, c'est pas le produit final, c'est véritablement ce processus de construction. Et ce processus de construction, pour moi, ce qui est intéressant, c'est la grammaire qu'il propose, c'est-à-dire qu'on va partir tout en haut de la carte. On va poser un premier nœud qui est l'usager. Et selon d'ailleurs qu'on le comprend ou qu'on ne comprend pas bien, on va déjà commencer à s'intéresser à l'axe de l'évolution, puisque cet axe d'évolution parle aussi de à quel point on comprend bien ce à quoi on s'intéresse, et ça commence dès la notion d'identification de l'usager. Pour une agence comme la NCT, les collectivités territoriales et notamment les petites communes sont un usager relativement bien connu. Et par contre, après, voilà, moi, quand j'ai commencé à creuser, on m'a dit: «Mais en fait, le besoin, pourquoi tu nous reposes toujours la question, Laurent?» Le besoin, en fait, en réalité, c'est d'augmenter le niveau de cybersécurité des communes. Petite parenthèse, puisque Philippe le citait tout à l'heure, moi je trouve que le sujet d'appliquer les cartographies de Wardley à la cybersécurité en général, c'est hyper intéressant. Et mon réflexe là-dessus, c'est de me dire assez bêtement, ce avec quoi j'aurais envie de partir, c'est de me dire que l'usager, c'est l'attaquant en quelque sorte. On va construire des cartographies, mais du point de vue de l'attaquant, et on va dire, bah, en tant qu'attaquant, j'ai besoin de quoi? Bah, par exemple, j'ai besoin d'une faille. Et pour exploiter cette faille, j'ai besoin de quoi? Et on va rentrer donc dans cette analyse en chaîne de valeur qui est pour moi le point central des cartographies de Wardley, même si évidemment ce qu'il y rajoute, qui fait que ça change tout, c'est cette notion d'évolution, des choses qui sont
mal maîtrisées, mal connues, etc., vers des solutions commoditisées, etc. Mais vraiment, pour moi, la structure, la grammaire mentale de la chose, c'est cette analyse récursive qui part de l'usager, de ses besoins, et qui va ensuite poser récursivement la question pour satisfaire ce besoin, de quelles sont les capacités dont nous avons besoin, et ensuite on descend encore d'un cran, et ainsi de suite. Et la spatialisation, en fait, finalement, elle résulte du fait qu'on va se dire, pour tel composant, est-ce qu'on a posé déjà 5 fois la question de quoi on a besoin, et pour faire ça, de quoi on a encore besoin, etc. Et donc, plus on la pose, plus on s'est éloigné du point de vue de l'utilisateur. Donc, on est dans quelque chose qui est vers le bas. Et l'évolution, c'est la question à quel point on comprend bien ce truc-là. Et en fait, c'est une cartographie, ça spatialise, c'est-à-dire que ça représente par affinité les choses qui sont proches les unes des autres. Donc voilà, moi je m'en sers déjà pour ça, je m'en sers pour clarifier ma propre pensée dans un milieu où je trouve de la complexité. L'avantage, c'est que du coup, la théorie, c'est celle que je maîtrise. J'ai assez peu besoin de référer à d'autres personnes. Alors c'est vrai que ça m'arrive aussi, puisque j'ai quelques années de tentatives d'utilisation. Encore une fois, c'est ce qui est très difficile, c'est vraiment le passage à la pratique et la systématisation. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vient de raconter François, qui le systématise dans son incubateur. Mais ça sert aussi, ça peut me servir par exemple à avoir un dialogue. Alors là, plutôt que de travailler sur un outil, j'aime bien ce format-là où on prend une feuille de paperboard et on commence à poser des post-it dans tous les sens. Et là, c'est vraiment les choses qui surgissent dans le dialogue qui vont être intéressantes, notamment je m'aperçois qu'il y a vraiment un point sur lequel j'insiste assez souvent, c'est l'identification des pipelines, c'est-à-dire des options multiples pour répondre à un même besoin. Et vraiment, ça, à chaque fois qu'on en voit dans une carte, quand on me dit, là par exemple, c'était une cartographie sur l'envoi de notifications à des usagers de l'administration, et on a commencé à se dire, mais pour envoyer une notification à quelqu'un qui a lancé une démarche administrative et qui attend un résultat, qu'est-ce qu'on a comme option? Et en fait, on se rend compte, on en a plein. Il y a le mail, le texto, une appli spécifique. Et donc, dès qu'on commence à identifier ces différentes options et aussi qu'on commence à prendre conscience qu'elles ne sont pas au même niveau de maturité, on commence à se dire, c'est quoi les drivers de choix? Comment on les compare? Quelles sont leurs caractéristiques? Et en fait, le discours sur le dialogue sur les caractéristiques des différentes solutions fait à nouveau apparaître une nouvelle compréhension plus fine des articulations entre les besoins et les solutions. Je suis sûr que j'ai déjà beaucoup trop parlé et dépassé mon temps, Mathieu, désolé. Un petit peu. Arrête là, donc voilà, comme ça, je pourrais continuer pendant les questions. Donc de ce que je vois, tu as deux usages. Le principal, c'est baisser la complexité baisser la compréhension, enfin le niveau de charge cognitive des situations complexes qui se présentent à toi. Voilà. Et après, un peu plus collectif, avec l'exemple de la carte qui est en arrière-plan pour toi, où tu explores notamment les différentes solutions qui s'y proposent à toi. Ton usage individuel, c'est ton usage principal. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu préfères cet usage individuel par rapport à un usage collectif? En fait, la complexité, ça fait longtemps que j'ai ce schéma en tête. La complexité, elle augmente de manière quadratique au fur et à mesure que tu rajoutes des participants. Donc, voilà, tout seul, c'est simple, on est dans sa tête, on trace des petits croquis, on n'a pas du tout besoin que ce soit correct. Dès que tu as une deuxième personne, il faut commencer au moins à se mettre un minimum d'accord sur quand même quelques éléments théoriques, qu'est-ce qu'on entend par l'axe de l'évolution, ou même tout simplement cette démarche de dire pour qui on travaille, c'est qui l'usager, quels sont ses besoins. Moi, je baigne dedans depuis très longtemps, mais on est quand même dans des métiers du numérique. On trouve beaucoup de gens autour de nous qui sont très axés solutions, pour qui ce n'est pas forcément naturel de refaire ce qu'ils pensent avoir été déjà fait avant. Par exemple, on vient d'en parler à l'instant, au moment où on a fait une investigation, où on est allé tester des hypothèses sur le terrain. Et donc, parfois, il y a vraiment une réticence à reposer ces questions quand on commence à rentrer dans une logique de construction d'un outil. Okay. Donc, je dirais déjà, quand on commence à être deux personnes, il y a un besoin d'explication.
Et en fait, quand on commence à travailler sur le sujet en équipe, il faut aller chercher des alignements et ça devient de plus en plus compliqué parce que les personnes 2 à 2 n'ont pas nécessairement la même vision des choses. Mais en même temps, effectivement, ce qui peut être intéressant dans l'outil, c'est son potentiel de créer de l'alignement en faisant surgir ces discussions. Et donc, on en est où, selon toi, du langage commun, de la promesse du langage commun, selon Simon Wardley? Ah, c'est compliqué, hein, en fait, une courbe de diffusion, ça commence au début par une exponentielle. Alors, quand on dit une exponentielle, on pense pandémie, tout ça, on pense à après l'inflexion, quand c'est devenu. Ouais. Mais une exponentielle, ça se caractérise aussi par une croissance très très lente au début. Enfin, parce qu'au début, on part de pas grand-chose, quoi. Et je pense qu'on en est là, hein, dans la courbe de diffusion des cartes de Wardley. Je plus, ouais. Voilà, ça viendra, hein, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que il y a beaucoup de choses qui sont pas connues et tu le montrais en fait au début. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a les chaînes de valeur, il y a l'axe d'évolution, il y a les notions de doctrine, il y a beaucoup de choses. En fait, ça prend du temps de se plonger suffisamment là-dedans, sans forcément tout de suite voir des résultats. Ça peut demander de la patience aussi. C'est vrai. Olivier, Thomas, François, n'hésitez pas à rebondir. Ouais, moi, je suis bien en phase avec le côté alignement collectif, parce que c'est vrai que c'est surtout comme ça que je les utilise. Après, juste par rapport à l'idée, ça prend du temps, la diffusion. C'est vraiment, c'est l'apport de valeur à chaque fois, quoi. C'est à la fin demander à l'équipe, parce que moi je l'ai fait en collaboratif, hein, voilà, est-ce que vous êtes satisfait du feedback, quoi? Demander du feedback et voilà, et reproduire si ça leur a pas apporté la valeur et puis, bah, modifier si ça leur a pas apporté, quoi. C'est pour ça que la version simplifiée du 2e cas d'utilisation, là, dans la démarche des DD, celle-ci, elle apporte vraiment la valeur à chaque fois, quoi, de se dire, enfin, mes utilisateurs, ils sont satisfaits, en fait, de savoir qu'il y a des mais c'est un peu comme l'a dit au début Olivier, hein, de savoir qu'il y a des domaines qui sont plutôt du ressort de la commodité, qu'on va peut-être le faire en SaaS, qu'on va pas brûler de gaz dessus et d'autres qui sont, plutôt en genèse et cetera. Voilà, cette notion de stratégie sur les produits, ça leur apporte de la valeur. Voilà, donc c'est plutôt une recherche à chaque fois de valeur qui va améliorer la diffusion. J'essaie de le faire comme ça, quoi. Voilà, remarque. Allez-y. Thomas, Olivier, je crois qu'Olivier, tu voulais rebondir. Philippe, tu voulais dire? J'allais rebondir, mais j'ai pas mieux qu'à dire que François. Enfin, si, j'allais dire, des cartes personnelles, on en fait aussi. Et j'avais eu cette discussion une fois avec Simon. C'est pas forcément mal de faire une carte pour soi, en fait. Et il faut juste se dire que c'est la carte qui doit nous raconter l'histoire et on ne doit pas raconter notre histoire à travers la carte. Ça, je le dis souvent, une bonne carte. On se dit qu'on a compris le système de Wardley quand notre première carte nous surprend. Voilà. Ouais, c'est aussi difficile parfois de se challenger soi-même sur la carte, plutôt qu'avoir un challenge extérieur, quoi. Ouais, C'est aussi ça. Ouais. c'est le problème, on a un biais. Par contre, quand on arrive à se faire une carte pour soi qui nous surprend, on se dit que la carte est utile et qu'on va vraiment prendre des décisions qui seront meilleures grâce à la carte. C'est vraiment un raisonnement particulier de rentrer en remise en question de ces hypothèses, d'essayer de représenter ce qu'est la réalité parce qu'est notre perception de la réalité. Ça, c'est vraiment très difficile et je pense que c'est une des compétences qu'on acquiert en positionnant les choses dans l'évolution au fur et à mesure, en essayant de comprendre comment les choses se déplacent. Et du coup, William dit qu'il faut aussi utiliser les affordances pour casser les biais. Affordance. Je ne sais pas ce que ça veut dire, William. Je pense que Google, il prend une charge là sur Affordance. Oui, je pense qu'il y a un bénéfice à avoir une diversité dans le challenge, c'est-à-dire aussi dans les profils. Tu peux challenger la carte avec des profils fonctionnels, techniques, etc., de divers horizons. Et ça apporte aussi quelque chose, une valeur. Ah ouais, c'est dans ce sens que tu voulais dire affordance, William. C'est une manière de créer une affordance, effectivement, de pensée multiple et de se challenger. En fait, c'est pas. Faut éviter de trop miser sur le fait que les gens arrivent à se mettre eux-mêmes
dans une autre façon de penser, c'est plutôt les outils qui créent des affordances, Ah oui, qui ok. poussent à des réflexions différentes. Affordance étant quelque chose que l'environnement suggère. Par exemple, une poignée de porte afforde le fait de mettre sa main dessus, de tourner pour ouvrir la porte. Ok. Ou un autre exemple d'affordance, c'est ce qu'on voit derrière moi, c'est mettre des post-it sur une table, sur un paperboard, c'est pas du tout le même type d'affordance que Miro. Oui. On peut pas faire des copier-coller, ça induit des choses. Mais ça, c'est vraiment intéressant de se dire à chaque fois les outils qu'on choisit d'employer ont un effet sur la réflexion. Et Philippe, peut-être si tu veux parler de ce que tu disais dans le chat sur la multiplicité des langages collectifs, je trouve que c'est très intéressant. Ce qui se passait, c'est dans la manière dont vous avez voulu partager, là, j'imagine des collègues qui ont de la formation un peu généraliste, qui veulent tous faire de la stratégie, et on prend le cas d'un gars en difficulté. Alors on l'applique, et on a bien ce constat, on évolue dans le vocabulaire. Et si tu changes le cas, en gros, si tu changes le ballon, tu changes ton vocabulaire. Voilà, tu es une équipe en train de découvrir un jeu collectif, mais on est en train d'inventer les règles. Comme j'ai fait du rugby quand j'étais jeune, tout de suite je fais la métaphore du rugby. Tu vas voir le Stade français, ils ont une manière de jouer, ils ont appris des règles, ils ont toute une sauce. C'est pas la même qu'à Toulouse. Et pourtant, globalement, c'est du rugby. Mais à chaque fois, il y a des choses nouvelles, il y a des choses différentes, des manières de se comprendre différentes. C'est un phénomène d'intelligence collective poussé à l'extrême. Et c'est à ça que, en utilisant les cartes de Wordley, je visais d'arriver à cette situation qui sera toujours spécifique du cas traité. Tu changes le ballon, tu changes les règles, tu changes la manière de jouer. Je suis assez d'accord. Merci Philippe. On arrive à la fin de ce webinaire. Peut-être oui, je vous laisse parce que là j'ai une obligation avec mon épouse. Très bien, merci à la prochaine, les gars, à la prochaine. À plus. Merci à toutes, à tous. Merci d'être venus, c'était super chouette. Merci à Laurent, Olivier, Thomas, François et William pour ce webinaire. Merci à tout le monde qui était présent. Bon après-midi à vous. Bon Merci, au revoir tout le après-midi. monde. Merci, au revoir. À bientôt.